Bonsoir, merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc avec ce nouveau mandat, nous avons souhaité poursuivre les universités du soir qui ont été créées par Éric Thirouin, en modernisant leur déroulement et en prenant en compte les expériences des différentes séances précédentes. Toujours dans un souci de qualité, nous avons préenregistré les interventions de Patricia et d'Aubin, mais nous serons bien sûr en direct pour répondre à vos questions. Donc pour ce soir, nous vous proposons donc d'étudier la question de la gestion du désherbage des céréales et plus particulièrement la gestion des graminées. Comme nous constatons sur nos exploitations, la pression vulpin et rigras est de plus en plus importante et nous voyons également que nos solutions sont de moins en moins efficaces. En plus de cela, et c'est tout l'objet de ce soir, donc les évolutions réglementaires qui arrivent, voire qui sont déjà là, ne sont pas là donc pour nous aider. Et donc en fait, entre le retrait des molécules et le renforcement des conditions d'application, nos possibilités d'action vont encore se réduire. Donc face à cette situation, il est du coup indispensable de réagir et de mettre en place donc des solutions, ou au moins sans attendre des stratégies de désherbage différentes de nos habitudes, de manière à casser bien sûr les cycles. Et pour faire le point sur cette nouvelle problématique, donc je suis entourée ce soir de Patricia Huet, qui est en charge des expérimentations à la Chambre d'agriculture. Et Patricia nous fera donc le point sur toutes les différentes réglementations qui s'annoncent. Et dans une deuxième partie, j'ai aussi autour de moi Aubin Locos, conseiller en agriculture biologique à la Chambre d'agriculture. Ils nous présenteront des différentes stratégies possibles à mettre en place sur nos exploitations, en tenant compte bien sûr des différentes expérimentations qu'ils ont pu mener dans leurs essais. Voilà, donc je vous propose de débuter sans attendre la première vidéo et le premier sujet. Merci Elodie. Donc je vous propose de commencer par faire un petit constat de la situation actuelle en plaine. Effectivement, la situation est encore préoccupante cette année, à la fois en céréales d'hiver où les vulpins régras dans certaines parcelles déplacent les cultures de blé ou d'orge et également donc dans des cultures qui habituellement étaient plus propres telles que le maïs grain ou le lin comme on peut le voir sur les photos. Alors pourquoi on en arrive à cette situation? Les causes sont multiples. Dans un premier temps, il y a donc des phénomènes de résistance qui existent en plaine, résistance qu'on pourrait qualifier de résistance biologique, aussi bien sur des matières actives foliaires qu'on utilise plutôt en sortie d'hiver ou des matières actives racinaires qu'on utilise à l'automne. Parallèlement à ça, il existe aussi une résistance qu'on pourrait qualifier de physique, liée au nombre de plantes à contrôler dans la parcelle. En effet, vous voyez, est inscrit par rapport à un niveau d'efficacité. Le niveau d'efficacité ou le rendu final sera différent suivant la population de graminées à gérer. Et également par rapport à ce nombre d'adventices à gérer, malgré la mise en place de leviers agronomiques, d'un point de vue chimique, on a depuis un certain nombre d'années un nombre de matières actives disponibles qui est de plus en plus faible et également depuis 2 campagnes pour certains produits des doses d'utilisation de certains produits qui ont été réduites et donc ces 2 phénomènes entament l'efficacité attendue de ces programmes chimiques. Parallèlement donc à cette situation en plaine, il y a une forte évolution réglementaire en termes d'utilisation et de nombre de matières actives disponibles qu'on connaît depuis 2 campagnes et également à venir. Donc je vous propose de les détailler maintenant. Si on repart et on remet un petit coup dans le rétroviseur, à partir du 1er novembre 2023, l'autorisation de mise sur marché des produits à base de prosulfocarbe a évolué. En effet, si on se focalise par exemple sur les produits à base de prosulfocarbe solo tels que le défi, leur dose d'utilisation maximale est passée de 5 litres à 3 litres, ainsi que la mise en place de DSPPR, donc de distance par rapport aux résidents, donc de 20 mètres ou de 10 mètres, suivant donc le type de buse qui est utilisé sur le pulvérisateur.
Les produits donc d'association contenant du prosulfocarbe et d'autres matières actives sont aussi concernés par cette évolution réglementaire. En 2024, ça a été la dernière année d'utilisation des produits à base de S-métolachlore, aussi bien sur maïs, sorgho, tournesol, haricots et cultures porte-graines. En 2024, au niveau de l'Union européenne, suite au réexamen de la matière active flufénacet, le pays rapporteur donc a classé donc cette matière active perturbateur endocrinien. À l'automne dernier, nous avons eu la possibilité d'utiliser pour la dernière fois les produits à base de trialate, donc contenus dans l'Avadex, pour les semis d'orge d'hiver et d'orge de printemps semées d'automne. La fin définitive d'utilisation de cette matière active a eu lieu donc le 31 mars 2025, toute culture confondue. Donc, désormais, cette matière active n'est plus utilisable. Est tombée donc il y a 2 semaines la non-réapprobation de la matière active flufénacet, donc en date du 21 mai 2025. Donc c'est bien une non-réapprobation au niveau de l'Union européenne. Donc que dit cette non-réapprobation? Donc l'Europe dit aux États membres donc que le retrait maximal de l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché, devra se faire au plus tard le 10 décembre de cette année et la fin maximale d'utilisation des produits contenant cette matière active devra se faire au 10 décembre 2026. Donc après, il faut que ça passe entre les rouages de l'ANSES et donc c'est l'ANSES qui décidera donc la déclination française donc de la non-réapprobation au niveau de l'Union européenne. Pour l'automne prochain, il y aura également des évolutions d'application pour les produits contenant de la pendimétalline. En effet, donc l'ANSES, suite au renouvellement de l'autorisation des produits commerciaux, a instauré des nouvelles règles obligatoires, c'est-à-dire que la ZNT donc est toujours de 50 mètres, mais dorénavant, pour pouvoir utiliser les produits commerciaux, il faudra mettre en place un DVP, donc un dispositif végétalisé permanent de 20 mètres le long des points d'eau. Également, pour pouvoir utiliser ce produit, il faudra obligatoirement utiliser des buses anti-dérive avec une efficacité de 66%. Et enfin, en parallèle, certains produits commerciaux ont vu leur dose maximale d'utilisation évoluer et réduite à la baisse. Pour l'instant, l'ensemble des produits ne sont pas concernés, mais au fur et à mesure de leur réhomologation au niveau européen, donc ils vont tous prendre ces casseroles. Et également, certains produits commerciaux perdent totalement leurs usages. Donc, on vous a cité à titre d'exemple Flight Paintball qui ne seront plus du tout possibles d'utiliser. Et enfin, si on regarde un petit peu à plus long terme, du fait que l'Europe vient de statuer sur la non-réapprobation de la matière active flufénacet, donc l'ANSES doit décider au niveau français ce qui va se passer avec des dates butoirs. Et donc, à l'heure actuelle, on ne connaît pas si ce produit sera encore utilisable au-delà de l'automne 25. Donc, la dernière année d'utilisation se fera soit en 2025 ou en 2026. Avant de parler donc des conséquences de toute cette évolution réglementaire, la petite touche, on va dire, de la petite lumière, c'est que dans les cartons, donc en cours d'homologation, existent 2 produits. Donc, le produit de droite, donc le H325, c'est en fait tout simplement un mathéno sans flufénacet, vu qu'il va disparaître, donc uniquement donc, de la clonifène et du DFF, donc avec une visée donc, sur la culture du blé tendre d'hiver et de l'orge d'hiver. L'autre matière active qu'on ne connaît pas, donc c'est le produit de gauche, donc le Luxi, donc qui est cette fois-ci une nouvelle matière active, nouvelle famille chimique, vous voyez HRAC 30, donc qui sera homologué, qui est une demande d'homologation uniquement sur du blé tendre d'hiver en post-levé. Donc ces 2 produits seront vraisemblablement, si les calendriers se confirment, disponibles en 2026. Néanmoins, à date, on ne connaît pas encore leurs conditions d'emploi, c'est-à-dire leur classement. Est-ce qu'ils vont être mélangeables? Est-ce qu'il faudra aussi mettre un DVP pour pouvoir les utiliser?
Et aussi, l'autre grande question par rapport à ces deux produits, c'est est-ce qu'ils seront autorisés sur sol drainé. Je vous propose enfin d'un petit peu de voir tout ce panorama donc d'évolution réglementaire, donc quelles conséquences ça a sur la gestion des graminées et les conditions d'application. Cette fois-ci, on repart en arrière, on est en 2013, donc il y a une douzaine d'années. On vous a mis ici sur ce tableau l'ensemble des matières actives disponibles avec les différents modes d'action. Les modes d'action donc seront présentés par les groupes HRAC, qui sont soit des lettres comme autrefois, ou maintenant des numéros. Et on voit donc en 2013, on avait à la fois des solutions efficaces et disponibles en sortie d'hiver, donc c'est ce qui est plutôt représenté par les groupes 1 et 2, et à la fois un certain nombre de solutions disponibles dès l'automne, donc par les groupes 5, 3 et 15. Et l'ensemble de ces programmes étaient utilisables aussi bien en sol drainé qu'en sol non drainé. Cette fois-ci, on se projette après l'interdiction du flufénin 7. On n'a pas mis dans ces tableaux donc les produits qui sont susceptibles d'être homologués, vu qu'on ne connaît pas la date exacte. Mais on voit que le panorama donc s'est fortement réduit parce qu'il y a des phénomènes de résistance aux produits 1 et 2 avérés dans notre département. Donc on peut dire qu'en sortie d'hiver, il n'y a plus de solution efficace. Et à l'automne, vous voyez qu'on aura 3 matières actives chimiques à efficacité partielle, donc, et qui ont des contraintes réglementaires pour pouvoir les appliquer. La disponibilité diminue encore plus en situation drainée, où là, on réduit encore plus les taux et on est autour de 2 matières actives disponibles, pendimétalline et prosulfocarbe. Donc, on voit bien que l'efficacité chimique est très partielle. Quelles conséquences ça aura ? On peut le dire, c'est quand même toute culture confondue. On sera à utiliser systématiquement les mêmes matières actives et on peut craindre à terme une accélération des phénomènes de résistance qu'on a décrits tout à l'heure et également des situations d'impasse technique quand on sera dans des situations d'enherbement même qui jusqu'ici étaient encore gérables. Et la première culture qui va en pâtir sera l'orge d'hiver, puisque les solutions donc, vont être de moins en moins nombreuses. C'est une culture qu'on sème tôt, donc où les densités de graminées sont souvent importantes. Donc, ces premières diapositives qu'on vous a décrites montrent qu'il va falloir donc changer en profondeur ces pratiques et avoir encore une notion de rentabilité technico-économique encore plus poussée pour pouvoir bâtir ces futurs assolements. En parallèle donc de cette refonte, on va dire, de son assolement, de la gestion de son exploitation, sur le terrain, donc il y aura des surfaces à enherber beaucoup plus importantes liées à la mise en place de DVP qui sont liées donc à l'arrêté préfectoral donc, qui a été pris le 15 mai 2024. Comme nous venons de le voir, donc la réglementation qui se met en place donc limite fortement nos possibilités d'action. En complément donc, de cette intervention, vous avez vu qu'il est important de bien contrôler les points d'eau, les autres vallées concernées par les zones de non-traitement, les fameuses ZNT. Et pour cela, donc, vous devez consulter donc, les cartes adaptées à ces questions. Et je vous propose donc, de regarder donc, le petit tuto réalisé avec Sébastien Salé, qui est donc conseiller environnement de la Chambre d'agriculture. Afin d'identifier les points d'eau qui sont à prendre en compte sur votre exploitation, notamment pour l'application des zones non traitées et des DVP, voici la méthode que nous vous proposons pour bien les identifier. Tout d'abord, sur un moteur de recherche, il va falloir aller sur le site de la préfecture d'Eure-et-Loir, notamment celui de la DDT d'Eure-et-Loir. Donc tapez DDT 28 sur un moteur de recherche et rendez-vous sur la page d'accueil de la DDT d'Eure-et-Loir. Une fois arrivé sur cette page d'accueil, il va falloir taper dans le moteur de recherche de la page d'accueil le mot-clé ZNT en haut à droite. Donc vous sont proposées plusieurs pages au niveau des résultats.
Prenez la page qui s'intitule « Application de la réglementation sur les cours d'eau ». Une fois arrivé sur la page, allez directement sur la carte interactive en cliquant sur le lien qui vous est proposé. Va s'ouvrir une carte à l'échelle de l'Eure-et-Loire. Vous voyez apparaître 3 couleurs différentes au niveau des linéaires. Ces linéaires correspondent pour la partie verte au cours d'eau police de l'eau, d'un point de vue réglementaire. Pour la partie bleue, à tout ce qui s'applique pour les BCAE dans le cadre de la PAC. Et en orange, ce qui s'applique au titre de la directive nitrate. Actuellement, tous les linéaires que vous voyez à l'écran sont les linéaires qui sont soumis à enherbement à l'échelle de l'Eure-et-Loire, quelle que soit la réglementation. Donc ces linéaires sont également ceux qui ont été repris historiquement pour l'application des zones non traitées en rapport avec l'application des produits phytosanitaires. Donc le bémol que je peux donner là-dessus, c'est que depuis 2024, février 2024, un arrêté préfectoral a élargi le champ d'application des zones non traitées. Donc depuis 2024, on a des linéaires qui ont été ajoutés qu'on ne voit pas forcément apparaître sur la carte. Pour les faire apparaître, il va falloir cliquer sur le petit onglet orange que vous avez en bas à droite de l'écran. Là va apparaître un cartouche de couleur orange qui vous donne notamment accès au site géoportail de l'IGN. Vous allez pouvoir avoir l'ensemble des linéaires qui sont soumis à zone non traitée pour l'application des produits phytosanitaires. Je clique dessus. Le lien me renvoie vers la carte IGN à l'échelle du département. Donc soit vous zoomez sur le secteur qui vous concerne, si vous le connaissez, soit plus simplement, vous tapez dans la barre de recherche éventuellement la commune sur laquelle vous voulez identifier le point d'eau. Par exemple ici, la commune de Yèvres. Donc une fois arrivé sur le secteur de la commune, il va falloir zoomer un petit peu parce que l'échelle qui vous est proposée n'est pas suffisante pour identifier les points d'eau. Donc il faut zoomer au moins jusqu'à l'échelle 1/25 millième. Donc ici, je vais zoomer un petit peu. On voit en bas que l'échelle affiche 1/20 millième, ce qui est suffisant pour identifier les points d'eau sur lesquels vont s'appliquer les ZNT. Là, ici, sur l'exemple, on voit notamment que j'ai une rivière, Lausanne, qui est schématisée en traits bleus continus, sur lesquels s'appliquent historiquement les zones non traitées. Et depuis 2024, on retrouve ici des pointillés bleus qui sont les réseaux supplémentaires ajoutés depuis la révision des ZNT en 2024. Et ces pointillés sont maintenant concernés depuis 2024 par l'application des zones non traitées pour les phytos. Donc sont concernés également tout ce qui va être surface d'eau, comme les étangs, les mares, que l'on voit ici à l'écran. Donc si jamais vous avez un doute sur l'application des zones non traitées des secteurs concernés, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel afin d'identifier avec lui ce qui s'applique sur vos parcelles. Merci Sébastien du coup pour cette vidéo. Donc il est bien important donc, de repérer des cours d'eau, donc, et notamment ceux qui sont dessinés du coup en pointillés bleus. Je vous propose maintenant de prendre quelques questions, toujours en interagissant donc, dans le module conversation de la réunion. Il y a déjà quelques questions. Nous en avons aussi récupéré au préalable donc, de l'Université du Soir. Première question, peut-être pour Patricia. Donc, vous semblez pessimiste sur l'avenir de l'orge d'hiver avec tout le retrait des différentes cultures, des différentes matières actives, pardon. Est-ce que vous pouvez donc étayer vos propos et surtout sur les solutions à l'avenir? Effectivement, Élodie, l'orge d'hiver se sème assez tôt, donc elle tombe en même temps que la concomitance des levées de vulpins et raies gras. Et par l'intermédiaire des différents diapos que j'ai présentés, à l'automne prochain, on n'aura plus le trialate en presmie incorporé. Et à terme, si le flufénacette disparaît, c'était quand même une matière active pivot sur cette culture. La nouvelle matière active Luxi ne sera pas homologuée dessus et donc restera potentiellement uniquement peut-être l'association Challenge avec du DFF. Donc ça fait très peu de solutions chimiques dessus, d'autant plus que l'orge d'hiver est une culture qui ne supporte pas d'avoir un décalage de date de semis. On sait qu'on perd en potentiel de rendement quand on décale son semis du 5-10 octobre vers la fin octobre. Donc effectivement, je suis assez pessimiste vis-à-vis de cette culture. Elle pourrait être remplacée
quand les conditions de semis le permettront, par de l'orge de printemps semée d'automne. Mais je suis bien sûr consciente que cette culture ne peut pas être emblavée dans l'ensemble du département. Donc ça pose vraiment de gros soucis pour cette culture. Donc là, on a parlé de la culture de l'orge d'hiver. On a une autre question donc, par rapport aux conditions donc météo sèches que nous avons depuis plusieurs années au moment de l'application donc des herbicides racinaires, avec toutes ces nouvelles restrictions d'usage, surtout de retrait de matières actives. Quelles seront les solutions pour le désherbage, hormis peut-être décaler les dates de semis ou autres? Oui, alors ça, on le détaillera dans la deuxième partie, un petit peu les leviers agronomiques. Et pour revenir à votre première partie de question, Élodie, sur un petit peu les conditions des herbicides racinaires, effectivement, comme je l'ai dit en introduction de mon diaporama, cette année, sur maïs grain essentiellement, on est très insatisfait de l'efficacité des herbicides racinaires qui ont été appliqués. Alors, il ne nous reste plus que dans notre éventail des produits à base de DMTAP seuls ou associés à de la pendimétalline. Donc, ce sont vraiment des matières actives dites racinaires. Et donc, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'eau libre dans le sol pour qu'il y ait une dilution de la matière active et qu'elle soit au contact des graines d'adventice. Et donc, ça n'a malheureusement pas été le cas pour les semis de maïs cette année, où, si on se rappelle bien, il a fait très chaud début avril et on a eu un assèchement du lit de semence. Donc, on n'a pas eu une aussi bonne efficacité habituelle avec ce produit. D'autant que ce produit est aussi, il faut se le dire, moins efficace que ce qu'on avait autrefois avec les produits à base de S-métolachlore. Merci Patricia. Dans la deuxième partie, donc, vous avez beaucoup parlé de ZNT, DVP, beaucoup d'initiales. Est-ce que vous pouvez du coup repréciser la différence entre les deux? Oui, effectivement, on jargonne beaucoup. En fait, ZNT, comme son nom l'indique, les initiales, donc on sera sur une zone de non-traitement. Donc à proximité des points d'eau. Alors cette ZNT, elle est mentionnée sur l'étiquette des produits, donc elle peut être de 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres, voire 100 mètres. Donc comme son nom l'indique, c'est une zone de non-traitement, donc c'est-à-dire qu'on peut cultiver jusqu'au ras du point d'eau. Néanmoins, donc non-traitement. Donc on peut passer, mais il ne faut pas appliquer de produit dessus. Par contre, cette ZNT, elle peut être réductible quand elle est de 20 ou de 50 mètres, à condition d'avoir mis en place une bande enherbée, qu'on appelle aussi DVP, dispositif végétalisé permanent, de 5 mètres le long de ces points d'eau, et en utilisant des buses anti-dérive qui réduisent la dérive de 66%. Donc les buses anti-dérive, on va dire classique, où il y a une liste officielle qui sort, qui est réactualisée en permanence. Et à contrario du DVP, qu'on a commencé à parler donc dans le diaporama et qui prend plus d'importance avec le DVP de 20 mètres qui va être astreint à l'utilisation des produits à base de pendimétalline. Donc DVP, lui, c'est dispositif végétalisé permanent. Donc qui dit permanent, il faut que ce soit quelque chose qui soit semé et différent de la culture à côté des points d'eau. Donc il sera soit de 5 ou de 20 mètres. Et celui-ci donc n'est pas réductible avec des buses anti-dérive. Et donc il doit être mis à côté de l'ensemble des points d'eau que Sébastien Salé a détaillé donc dans son tuto lié donc à l'arrêté préfectoral de février dernier. Du coup, merci pour ces réponses, Patricia. Après avoir donc du coup présenté le tableau un peu sombre des différentes réglementations qui allaient arriver. Maintenant, on va se concentrer sur les perspectives d'évolution et de solutions que nous allons pouvoir mettre en place. Donc, je laisse Aubin poursuivre sur cette deuxième partie. Donc, après ce diaporama de l'évolution récente des possibilités de désherbage chimique, ça nous amène à repenser nos objectifs en matière de rentabilité
et avoir un raisonnement technico-économique plus puissant, donc avec pour objectif de maintenir la rentabilité et un niveau d'enherbement acceptable et gérable sur son exploitation. Donc avec évidemment l'économique au centre, donc avec une recherche de rentabilité. Donc il va falloir faire vraiment des approches de diagnostic avec des approches globales sur l'exploitation, mais également des approches à la parcelle, donc des analyses sur chaque parcelle pour voir les techniques et les leviers qui seront mobilisables, et tout ceci en fonction du contexte pédoclimatique et de la présence ou non de drainage. Donc, quel raisonnement tenir? Donc, pour la gestion des graminées, nous avons deux voies. L'action préventive avant le semis de la culture, donc qui a pour objectif donc de mettre en place une stratégie pour avoir le moins de graminées possible à détruire dans la culture. Et ensuite, nous avons une action curative dans la culture, donc dont l'objectif est de détruire les graminées présentes dans la culture, donc via principalement le désherbage chimique. Et donc, cette première voie préventive est la voie à utiliser davantage compte tenu du poids de plus en plus faible de l'action curative. Donc, parmi ces leviers agronomiques, le plus important est celui de la rotation, donc la recherche de diversité dans les périodes de semis, dans l'assolement, donc diversité des cultures, adapter ces dates de semis, donc par le retard des dates de semis des céréales, l'avance de semis du colza, voire même dans les situations les plus problématiques, donc d'enchaîner plusieurs cultures de printemps ou d'été successives pour gérer les graminées automnales. Ensuite, donc, ça passe également par l'alternance des cultures graminées et dicotylédones pour faire varier également les molécules chimiques employées. Et donc, ça passe également par du déstockage des graminées en situation fortement infestée. Donc, en fait, il y aura des cas d'impasse où l'utilisation de cives pourront être très appropriées, voire même parfois en dernier recours l'utilisation de prairies temporaires. Un deuxième groupe de leviers très important est celui du travail du sol sur la rotation. Donc avoir une stratégie vis-à-vis de ces labours, pourquoi pas des implantations de semis directs et de semis simplifiés quand la parcelle est propre, pour ne pas avoir à faire remonter un stock grainé et avoir des relevés. Également avoir une gestion de l'interculture à la parcelle, avoir donc une gestion efficace des couverts, l'utilisation des faux semis, et être conscient qu'une graminée repiquée dans une culture, c'est une graminée qui ne sera plus possible d'éradiquer chimiquement. Et donc, en dernier recours, le curatif via le désherbage chimique et le désherbage mécanique. Nous allons à présent vous développer quelques leviers. Je passe la parole à Patricia qui va nous montrer des applications sur la ferme expérimentale de Mirmaigne. Merci Aubin. Effectivement, on propose de discuter autour d'un levier très fort qui est la rotation. Donc à Mirmaigne, nous sommes sur la ferme expérimentale située dans le Perche, où on a la chance d'avoir deux types de sols, donc des limons battants profonds drainés et des sols plus superficiels, des limons graveleux avec une réserve utile un peu moins importante. Donc on a cherché à travailler cette gestion du désherbage par la voie rotation pour diminuer le plus possible le nombre de graminées à avoir à gérer dans nos parcelles de céréales. Et au fil des années, on a cherché un petit peu quelle cadence à avoir en termes de retour des céréales d'hiver ou même du colza. En vert sur le tableau est indiqué donc les cultures, on va dire, plus de rupture, donc qui sont des cultures de printemps ou d'été. Et jusqu'ici, où on pouvait encore utiliser le flufénacet dans les céréales, soit en prélevé ou en post-levé précoce, on avait réussi à trouver donc cette cadence il faut donc 1 à 2 cultures de diversification entrecoupées de 3 cultures d'hiver. Et en sol plus superficiel où la rentabilité est un peu moins bonne, on a vu que la satisfaction en termes de désherbage, c'était plutôt 1 culture de diversification
entrecoupés donc de 4 cultures d'hiver. Mais demain, il faudra sûrement aller encore un peu plus loin puisqu'on n'aura plus cette matière active flufénacette disponible. C'est ce qu'on a commencé à travailler donc sur la parcelle qu'on appelle la route, puisqu'elle est située en bordure de la route départementale qui mène à Nogent-le-Rotrou. On a toujours le même code couleur. Donc les en vert, ce sont des cultures de diversification et sur le fond bleu clair, donc les cultures d'hiver. Et donc ces 3 dernières années, avant le blé tendre qui est en place en 2025. Donc, on a choisi donc de faire vraiment 3 cultures de diversification forte. Donc, le maïs grain ou du sorgho. On avait coupé la parcelle en 2 avec une date de semis très tardive, reprise par de l'orge de printemps semée d'automne qui avait été semée au 11 novembre. Et puis, donc l'an dernier, un pois de printemps semé au mois de mars. L'idée de vraiment aller sur une rupture très forte, c'est vraiment pour casser le cycle des graminées, comme l'a expliqué tout à l'heure Aubin. Également de mobiliser un maximum de leviers agronomiques en complément, avec des modes d'implantation différents, bien gérer l'interculture, et puis également pouvoir utiliser des matières actives non présentes dans les céréales d'hiver. Autre stratégie qu'on a essayé de tester cette année à Mirmeng, je n'ai pas le résultat chiffré, mais c'est pour une première mise en bouche. Dans nos 2 parcelles de blé tendre, on a choisi donc de tester les programmes herbicides qu'on aura demain à disposition. Donc ici, je suis sur une parcelle qui s'appelle la parcelle La Maison, un blé de colza. Il a été semé cette année en labour, vu les conditions de l'année, le 22 octobre. Et donc, vous avez 3 photos pour vous montrer 3 situations différentes. Donc, un témoin non traité, donc où globalement, on a 50 à 60 vulpins par mètre carré. Premier programme de désherbage qu'on peut encore utiliser, donc un trooper, donc flufénacette prole, avec un petit peu de compil qui a été utilisé en prélevé. C'est d'une efficacité satisfaisante. On a moins d'un vulpin par mètre carré. Et on s'est dit, on fait une bande de ce qu'on aura à disposition donc demain. Donc demain, le Codix sera réduit à 2 litres par hectare en prélevé. Et là, on voit que le niveau de satisfaction est beaucoup moins important. Il nous reste donc dans la parcelle 5 à 10 vulpins par mètre carré. Donc, on voit que la stratégie actuelle ne sera plus suffisante. Donc, il faudra peut-être aller encore plus loin donc, dans le curseur. Et le curseur qu'on a commencé à étudier cette année, c'est de se dire, est-ce que mon blé, il ne faut pas que je le sème dans des parcelles où il y a un enherbement important à une date différente de celle que je fais actuellement. Donc, on a choisi donc, de semer du blé de printemps. Donc, ce blé de printemps a été semé le 20 février. Alors, il a été semé en labour aussi, puisqu'on est en limon battant hydromorphe. Pour gérer donc des repiquages et un reverdissement du labour, un glyphosate a été utilisé donc pour détruire et partir avec une situation propre. Aucun autre herbicide antigraminé a été utilisé dans cette parcelle. Et globalement, aujourd'hui, il reste 1 à 2 vulpins par mètre carré. Donc, rendez-vous à la moisson pour voir donc le futur potentiel de rendement donc, de cette technique. Voilà donc deux premiers leviers. Je repasse la parole à Aubin. Un deuxième levier que nous voulons aborder est celui du désherbage mécanique, donc avec tout d'abord celui de la hercétrie à l'aveugle. Donc vous avez ici un essai qui a été mené en 2022 sur orge d'hiver dans le secteur de Faverolles. Donc on a testé plusieurs programmes chimiques. Donc vous voyez ici 5 programmes différents et donc on cherche à voir l'efficacité sur vulpin. Donc les 3 programmes dans le dessus du tableau ont montré des très bonnes efficacités, donc avec entre 86 et 90% d'efficacité.
Et ensuite, donc, dans les 2 lignes du bas, vous avez les programmes donc, auxquels on va pouvoir seulement avoir accès demain. Donc, un premier, donc, défi plus Codex et un deuxième, défi plus compile, avec des efficacités sur Vulpin beaucoup plus moyennes, donc avec entre 59 et 71% d'efficacité. Donc, il y a eu également des passages de RC-Tri à l'aveugle sur chaque modalité. Donc, dans un premier temps, nous avons le témoin non traité. Donc, vous pouvez voir que sans passage de RC-Tri, on est à 85 vulpins par mètre carré et que le passage de RC-Tri a augmenté le salissement. Donc, en fait, c'est l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'en fait, dans un contexte avec beaucoup de graminées, le passage de RC-Tri a plutôt tendance à favoriser d'autres levées plutôt qu'à diminuer la pression en adventice. Donc ensuite, sur le tableau de droite, on étudie donc la combinaison du désherbage chimique et de la RC-Tri à l'aveugle. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans les 3 premiers programmes, la RC-Tri permet de gagner quelques pourcents d'efficacité sur les vulpins. Donc, par exemple, pour le premier programme, de 90% à 95% d'efficacité. En revanche, pour les 2 programmes du bas du tableau, c'est beaucoup plus aléatoire. On a donc le gain est aléatoire, parfois ça va plutôt favoriser davantage de vulpins, parfois non. Donc c'est beaucoup plus mitigé. L'utilisation de la RC-Tri, c'est un outil de désherbage mécanique qui n'est pas efficace à tous les coups et qui demande que différents facteurs de réussite soient présents. Donc tout d'abord, la culture doit être du stade 3 feuilles au stade montaison. Ensuite, les adventices doivent être jeunes, donc jusqu'à cotylédon maximum, ce qui a pour conséquence qu'on ne peut pas gérer des graminées déjà présentes depuis le semis arrivé en sortie d'hiver. Donc on va pouvoir gérer que des relevés. Ensuite, il faut un état de surface peu moteux et non battu. Donc en situation de limon battant ou encore en terroir argileux, ça limite grandement les créneaux possibles à l'automne. Il faut un sol ressuyé. Et pour finir, il faut des conditions séchantes suite à l'intervention. Donc à l'automne, ça représente plusieurs jours après l'intervention séchante pour avoir un réel effet. Donc, comme je disais, donc très peu de créneaux à l'automne sur céréales d'hiver, moins d'une année sur 5. En revanche, davantage de créneaux à partir de la sortie d'hiver sur céréales d'hiver pour gérer les relevés, et surtout davantage de créneaux sur culture de printemps. Et pour une bonne efficacité, il faut plusieurs passages. Donc, pour détailler un petit peu les réglages de la RC-Tri, donc pour travailler bien horizontalement, on travaille sur le 3e point. Ensuite, sur l'agressivité, il faut viser une agressivité élevée, donc viser même la perte de quelques pieds de céréales. Donc ainsi, il faut prévoir une densité de semis un peu plus importante, donc 5 à 10% au-delà de la densité habituelle. Ensuite, il faut travailler sur sa profondeur de travail et sur sa vitesse d'avancement dans la culture. Donc plus on a un stade précoce, plus on va travailler faiblement en profondeur et à une petite vitesse, et plus les stades avancent, plus on peut travailler en profondeur et avec une vitesse plus élevée. Et donc ça nous fait des débits de chantier pour une RC-Tri de 12 mètres, entre 7 à 10 hectares par heure. Pour finir, un point sur le binage. Donc le binage, ça ne s'applique qu'aux cultures à grand écartement. Donc on va travailler sur l'interrang, on ne travaille pas en plein comme la RC-Tri. Et c'est un outil qui peut beaucoup plus être systématisé avec des créneaux possibles tous les ans. Donc en termes de facteurs de réussite, donc il s'applique principalement donc au maïs, au tournesol ou encore au colza dès le stade 4 feuilles. Les adventices peuvent être plus développés qu'avec la RC-Tri et peuvent avoir même plusieurs feuilles, et on peut arriver à bout de ces adventices-là avec le binage. L'état de surface, il n'y a pas de contrainte. Pour l'humidité, pareil, un sol ressuyé, mais ce sont des conditions plus faciles à obtenir puisque les binages ont lieu au printemps ou alors en fin d'été pour le colza.
Et ensuite, donc d'un point de vue météo, pareil, des conditions plus faciles à avoir puisque voilà, des conditions séchantes suite à l'intervention de une après-midi à 2 jours selon l'ensoleillement. Voilà, en fin de printemps, en été, une après-midi chaude suffit à faire sécher les adventices arrachés. Pareil, pour une bonne efficacité, plusieurs passages sont à prévoir. Et donc, on a des débits de chantier un peu plus faibles parce qu'en général, les bineuses sont moins larges, travaillent moins large, donc 1,5 à 4 hectares par heure. Le travail sur le rang est également possible, mais il demande davantage de précision et des outils particuliers, donc, ils ont une moins grande efficacité tout de même. Donc, il y a la possibilité d'utiliser des doigts cresses ou encore des disques buteurs donc pour buter la culture lors du dernier passage. À travers cet exposé, on vient de voir que les solutions chimiques vont être de moins en moins nombreuses et également de moins en moins performantes, ce qui va entraîner une complexification de la gestion des graminées, complexification à la fois pour bâtir ces itinéraires techniques, les mettre en œuvre, qui vont engendrer vraisemblablement donc des temps de travaux plus importants à réaliser en parcelle, en intégrant en plus le contexte de bouleversement climatique. Pour arriver à gérer donc cette pression graminée, il faudra un raisonnement beaucoup plus poussé en termes technico-économiques, c'est-à-dire faire un diagnostic initial de chacune de ces parcelles, niveau d'enherbement, quel levier je veux mobiliser pour maintenir donc la rentabilité économique de mon exploitation. On voit également que pour réussir, il faudra mettre en œuvre d'une manière plus poussée la complémentarité des leviers agronomiques, puisque comme il n'y aura plus de lutte curative en culture efficace, il faudra au maximum avoir une lutte préventive pour limiter donc le nombre de graminées à gérer en culture. Parmi ces leviers agronomiques, on vient de le voir à travers les exposés que c'est le levier rotation avec la diversification des dates de semis sur une campagne qui est donc le levier le plus puissant. Bien entendu, tout le monde dans le département ne peut pas diversifier à foison sa rotation. Il faudra vraiment poser le pour, le contre du type de culture à intégrer dans sa ferme. On voit déjà dès ce premier constat que certaines cultures vont déjà être très difficiles à conduire, et je pense en particulier à l'orge d'hiver, où les solutions chimiques vont être très très réduites. Avec leur date de semis précoce, la pression graminée est souvent importante, et vraisemblablement pour cette culture-là, il faudra à très court terme basculer plutôt vers de l'orge de printemps semée d'automne ou de printemps si le terroir le permet, si on veut garder une culture d'orge présente sur son exploitation. Enfin, Aubin vous a parlé donc du levier mécanique. On voit qu'en culture à grand écartement type maïs, tournesol ou colza, si on augmente l'écartement de semis, c'est un levier intéressant pour gérer les adventices, hors présence de vivaces. Et à contrario, donc la RC-Tri reste plutôt un outil opportuniste qu'on voit plutôt à utiliser au printemps pour gérer des relevés dans des céréales d'hiver ou des gestions donc de mauvaises herbes dans les cultures de printemps. Merci Patricia, merci Aubin. Donc pour réagir aux différents commentaires que nous avons là dans la conversation, donc il s'agit bien sûr d'axes de travail que nous pouvons mettre en place sur nos exploitations. Ça s'applique, comme l'a reprécisé Patricia, pas toutes les exploitations et pas tous les ans suivant le contexte météo, bien sûr. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Merci à tous les deux de nous avoir fait partager vos travaux et vos expérimentations donc, dans les différents secteurs, et notamment sur la ferme expérimentale de Mermeilles. Justement, donc pour reprendre un peu le fil sur les questions, donc il y en a pas mal qui ont été posées, pour essayer de condenser plusieurs questions. La première question, Patricia, donc concernant l'expérimentation de Mermeilles, du coup avec une diversification dans la rotation, vous n'avez pas abordé donc le sujet de la rentabilité, parce que du coup ça revient à de nombreuses questions qui ont été posées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous aviez intégré du coup le levier labour dedans?
et notamment avec les limitations d'usage du glyphosate. Et est-ce que du coup, il y a eu des études chiffrées qui ont été réalisées sur l'ensemble de la rotation? Oui, Élodie, effectivement, à Mi-Hermeigne, on peut se permettre des choses et des choses plus poussées. Je tiens à le dire, on ne va pas dire demain de semer que l'ensemble du blé tendre qui est actuellement cultivé en Eure-et-Loir, on le bascule tous en blé tendre de printemps, mais on est là pour tester des choses et le président Serrault le redira, j'imagine, dans sa conclusion. On a le mandat d'aller plus loin et de montrer si c'est ou pas faisable à une échelle plus importante. Jusqu'ici, donc par rapport aux rotations qu'on vous a présentées dans le tableau à Mi-Hermeigne avec des sols profonds et des sols plus superficiels. Alors, en sol profond, bien sûr, on a des marges brutes moyennes qui sont plus élevées qu'en sol superficiel. Et si je reprends donc mes anti-sèches, donc en sol profond sur les 5 dernières années, en moyenne, on oscille de 870 à 1150 euros par hectare. Et en sol plus superficiel, donc on oscille entre 350 à 850 euros de l'hectare. Alors, ce sont des calculs auxquels après il faut rajouter des aides couplées, on peut les imaginer à 200 euros par hectare, et auxquels bien sûr après il faut enlever les charges de structure qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. On peut se dire pour être un chiffre rond autour de 1000 euros de l'hectare. Donc on voit bien que ce type de diversification dans des sols profonds, on va passer tout juste si on ne se prend pas de rémunération. Et en sol superficiel, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser ce levier rotation comme ça a été souligné dans le chat. Pour ce qui est du labour, alors à Mi-Hermeigne, on essaie de le séquencer, un peu comme Aubin l'a expliqué dans son propos. Alors, on a la chance d'avoir un voisin qui a un semoir de semis direct. Donc, quand la situation est très propre, donc on lui loue son semoir pour vraiment ne pas bouleverser donc le sol et de faire de nouvelles relevées qu'on aurait à gérer donc dans la culture. Alors bien entendu là, comme je vous l'ai dit en toute transparence, dans ce blé de printemps, c'était derrière un labour reverdi. Alors, on est en situation de sol hydromorphe, donc la réglementation nous a encore permis de pouvoir utiliser le levier glyphosate, et c'était vraiment intéressant c'était obligatoire de le faire pour éviter des repiquages. Alors, je vois bien que dans le chat, il y a marqué pas de rémunération. Donc, effectivement, les chiffres que je vous ai donnés en termes de marge brute, niveau de charge de structure, n'ont pas donné le niveau de rémunération. Après, à vous de vous donner le curseur. Donc, par rapport au niveau de rémunération que vous donnez. Je vous ai donné les chiffres marge brute, charge de structure et aide découplée. Merci Patricia du coup pour ces éléments chiffrés. On va revenir sur la partie un peu plus matérielle. Aubin, du coup, il y a eu plusieurs questions pour toi. Donc, quel est le délai, notamment entre le passage d'une herséterie et le désherbage chimique? Alors, dans l'expérimentation que j'ai présentée, on avait laissé seulement quelques jours. Les deux se font en prélevé, en fait. D'abord, il y avait eu le désherbage chimique, puis le passage de herséterie. Deux jours? Ouais, 2 jours. Ouais. Suivant les conditions météo, j'imagine. C'est ça. Donc, en fait, on avait eu un créneau de beau temps qui suivait le passage de herséterie, donc qui a permis de dessécher les adventices qui étaient présentes, soit à fil blanc, soit à cotylédon sur la parcelle. Après, du coup, il y avait pas mal de questions aussi sur le binage en céréales. Donc, tu nous parlais du binage qui était utilisé en bio. Est-ce que, du coup, en conventionnel, tu as déjà des éléments chiffrés ou des essais qui ont été faits Alors, non, j'ai pas d'exemple chiffré sur du binage de céréales en conventionnel. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on envisage de prime abord comme ça, parce que c'est des délais de chantier qui sont quand même très importants. Et donc, dans nos exploitations conventionnelles où la sole de céréales est importante, on ne pourrait pas se permettre de passer toute la sole en céréales binées. Donc, pourquoi pas le cibler sur les parcelles les plus problématiques pour pouvoir
Voilà, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de vulpins ou de raigrats sur cette parcelle-là à partir de qui seront à gérer à la sortie d'hiver à des stades avancés. Mais après, c'est pas quelque chose qui est envisageable sur toute une solde de céréales. Ouais. Donc ça commence à se faire, mais par vraiment situation à la marge. C'est ça, tout à fait. Ensuite, il y avait d'autres questions sur les stocks de graines. Donc, une première question, donc, peut-on encore travailler sur l'efficacité des déchômages pour diminuer le stock des graines? Et la deuxième question peut-être qui vient avec, c'est donc tu parlais des couverts d'interculture. Est-ce qu'il y a un risque de produire donc des graines viables de vulpins ou de raigrats? Ok. Alors sur la question du déchômage, oui, en effet, la pratique du faux semis, donc non pas vraiment du déchômage, avec bien du déchômage pourquoi pas, mais la pratique du faux semis, donc vraiment un travail très superficiel sur quelques centimètres pour déstocker une partie des graminées avant le semis, oui, c'est totalement quelque chose qui est à mettre en œuvre. Ensuite, sur la question des couverts d'interculture, est-ce qu'on risque de pas salir sa parcelle avec des couverts d'interculture? C'est quelque chose qu'on entend en effet. Alors, pour ce qui est raigrats vulpins, en tout cas ceux qui vont lever avec le couvert ne seront pas en graines avant la destruction du couvert, puisque au plus tôt les raigrats et les vulpins seront en graines en mai. Donc en général, le couvert, même avant culture de printemps ou d'été, le couvert est déjà détruit, arrivé en mai. En revanche, il y a un risque s'il y a du repiquage de graminées adventices, donc vulpins raigrats, au moment de la plantation du couvert. Donc c'est pour ça qu'entre la moisson et la plantation du couvert, bien veiller via un ou plusieurs déchômages à gérer ces graminées qui auraient pu se repiquer. Voilà, avec forcément, c'est jamais simple, sans trop dessécher le profil de sol pour que le couvert puisse s'implanter. Merci Aubin. Je ne vois pas d'autres questions dans la conversation. Si on a d'autres, n'hésitez pas. Nous, on avait une question donc en amont de cette université. Donc, pourquoi peut-on avoir de la folle avoine une année et ne plus en revoir pendant plusieurs années? Parce que je crois que cette année, il y a une problématique folle avoine qui est réapparue, oui. Qui n'avait pas... qu'on ne voyait pas forcément les années précédentes. Oui, tout à fait. Sur des parcelles qui étaient propres, qui paraissaient propres, en tout cas en folle avoine, on a eu davantage cette année. En fait, ce qui se passe, c'est que une graine peut être dans le sol, faire partie du stock grainier, mais pas forcément levée. Et donc, il y a besoin qu'elle sorte de sa dormance pour lever. Et donc, dans le cas de la folle avoine, il y a un besoin de froid pendant l'hiver. Et donc, on aurait un hiver un peu plus froid, en tout cas une semaine de froid cette année qu'on n'avait pas eu les années précédentes, qui a levé des dormances et donc favorisé davantage de levée de folle avoine cette année. C'était une question du coup intéressante qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Alors, il y a une dernière question. Donc, en Angleterre, ils ont une nouvelle matière active, donc l'Isoflex. Peut-être que nous l'aurons en 2026 ou 2027. Patricia, est-ce que ça vous parle ? Oui, effectivement, je ne l'avais pas mis dans le tableau parce que des matières actives dans les cartons, en fait, oui, effectivement, elle est dans les cartons à visiblement une échéance un peu plus lointaine que la matière active Luximo là, qui sera développée par BSF. Donc, je dirais plutôt qu'il faut plutôt patienter sur du 2027 voire 2028 pour cette matière active. Et concernant du coup la Vadex, est-ce qu'il sera remplacé ? Alors donc la Vadex tel qu'on le connaît actuellement, donc enfin qu'on le connaissait même, il faut dire, en presse-mie incorporée donc est disparue, et donc la firme détentrice de cette matière active qui est GoOne travaille effectivement sur une utilisation donc toujours de cette matière active, mais où on n'aurait plus besoin de le faire en presse-mie incorporée, mais uniquement en prélevé. C'est toujours testé. Après, on n'a pas non plus de date à vous annoncer. Ouais, c'est toujours testé. S'il n'y a pas plus d'autres questions, en tout cas dans la conversation, nous
Nous allons pouvoir conclure. Donc, je vous remercie tous les deux de nous avoir présenté les différents travaux qui sont en cours donc au niveau de la Chambre. Donc, bien sûr, vous me tiendrez informé des évolutions réglementaires et nous, en tant qu'agriculteurs, on se doit d'être aussi vigilants des nouvelles réglementations qui arrivent. Donc, bien sûr, comme vous nous l'avez montré, il y a des solutions qui peuvent exister. C'est pas vraiment réjouissant comme certains peuvent le dire, mais on essaie de vous mettre enfin au moins vous tenir au courant de ce qui est travaillé ici et surtout ce qui peut être appliqué suivant les années bien sûr, suivant la météo et suivant nos rotations sur nos exploitations. Merci pour vos questions. J'espère que le format, malgré la mise en route un peu compliquée, vous convient. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi. Le but, c'est de gagner du coup en qualité et surtout mieux répondre à vos attentes. Voilà, je remercie toute l'équipe de la Chambre d'agriculture qui m'a accompagnée pour cette université du soir. Et puis, je vais laisser ensuite la parole à Johan Serrault, donc notre président, pour conclure cette université du soir qui sera mise en ligne dans quelques jours, 2-3 jours normalement, en replay. Johan, je te laisse conclure. Merci Elodie, bonsoir à tous et merci aux équipes pour ce point. Alors, je le vois dans les commentaires, c'est pas le sujet le plus réjouissant puisque on n'est pas porteur de bonnes nouvelles, mais c'est le rôle de la Chambre aussi de faire cet état des lieux, de vous informer sur les évolutions réglementaires, sur aussi comment aller chercher les infos, et ça Sébastien vous a montré où trouver les cartes qui vous concernent, et puis de tester les méthodes agronomiques qui pourront peut-être nous être utiles demain. Alors, bien entendu, ça ne réjouit personne d'entendre la diminution de matière active, notamment pour notre travail d'une part, mais également puisqu'on se concentre tous sur les mêmes matières actives, derrière on prend un risque plus important, non seulement de résistance de nos adventices, mais également sur l'environnement, puisque quand on concentre les utilisations, il y a également un risque de les retrouver de manière plus importante. Et je reviens sur la ferme expérimentale de Miermain, puisque la Chambre d'agriculture travaille depuis de nombreuses années sur des rotations, des assolements qui sont un peu extrêmes, justement pour anticiper ces contraintes qui sont devant nous, avec différentes rotations, différentes méthodes. Il y a eu du désherbage localisé qui a été essayé un temps, il y a eu du travail mécanique, il y a eu du binage de céréales aussi qui ont été testés bien avant qu'on en parle dans nos exploitations, et ça a permis de voir ce qui marchait pas, non seulement pour vous, agriculteurs, mais aussi pour les pouvoirs publics, puisque ça permet de chiffrer les impasses ou les bonnes idées qui n'en sont pas une, et de leur expliquer qu'en fait, certaines pratiques fonctionnent, et puis d'autres, surtout, ne fonctionnent pas. Et demain, ce sera tout l'enjeu de l'agriculture, c'est de s'adapter pour pouvoir travailler. Et l'intérêt de cette ferme, c'est aussi de tester ces pratiques, mais à grandeur réelle, et d'aller jusqu'à l'économique. Et c'est pour ça que Patricia a pu vous amener des éléments économiques derrière, puisqu'on va un petit peu plus loin dans les tests, mais on mesure sur l'ensemble de l'exploitation tous les résultats économiques de ces nouvelles pratiques, de ces tests, de nouvelles cultures également, pour pouvoir montrer dans un territoire où il n'y a pas d'irrigation, où on est en terrain un peu plus compliqué dans le Perche, des tests avec des nouvelles cultures. Et puis, on a la chance aussi de travailler avec la ferme expérimentale de la Saucée, où dans un autre terroir, on fait également des tests, que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. Voilà. Donc c'est pas un sujet qui est des plus réjouissants, mais il était important pour nous de vous informer sur la situation, des évolutions qui vont à venir, et puis on continue de travailler pour rechercher des solutions, le maximum de solutions, tout en allant jusqu'à l'étude économique de toutes les pratiques qu'on peut mettre en place sur nos exploitations. Voilà. Je vous remercie.
Merci Johan, donc merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous donc au prochain semestre normalement pour une nouvelle université du soir. Bonne soirée à tous.